Et la voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France. Et les armées sont arrivées à Paris. L'Allemagne triomphait vraiment. Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Voilà, ça filme. Donc nous sommes des élèves de première SSI au lycée Gustave Eiffel. Nous sommes en présence de Monsieur Roland, 94 ans, qui est né en 1922. Exact. C'est un résistant de la Seconde Guerre mondiale 39-45. Et nous allons compter son témoignage. Alors pour commencer, quel a été votre premier engagement durant cette guerre? Bon, premier engagement. Bien ça. Si vous voulez, je suis né dans le Nord, dans le département de la Somme, exactement. Et ma naissance est en 1922. La guerre, quand on parle encore maintenant dans le Nord, puisque beaucoup on y va, eh bien, si vous voulez, j'ai connu tout ça. J'ai connu les maisons encore écroulées, si vous voulez, le passage des Allemands en 1922 était toujours là. Et pour des jeunes comme moi, on est tous les gens, si vous voulez, qui étaient jeunes, ben ça leur faisait mal au ventre un petit peu de retrouver leur maison où ils étaient, de les trouver dans l'état que c'était. Et là-bas, dans ce département déjà à l'époque, on détestait, on ne disait pas les Allemands, on disait les Boches. Non mais c'était méchant, mais ils en ont fait voir aussi. Ça c'est le premier engagement. Alors, en arrivant, qu'est-ce qui s'était fait? C'est que mon père était fonctionnaire, il a été nommé dans la Somme, hein, à Montluçon exactement, parce qu'on ne peut pas rester là-bas tout le temps. J'ai eu la chance, si vous voulez, d'avoir une maison un peu exceptionnelle, parce que mon père était fonctionnaire, il a pu avoir une maison correcte, neuve, à côté de l'église qui était neuve. Mais là-bas, on arrive à Montluçon, là on est tombé, si vous voulez, sur du bien-être. À Montluçon, c'était vraiment la fin de la guerre, mais malheureusement, il y en a un autre qui a commencé. Et quand ça a commencé la guerre là-bas, eh bien, instinctivement, des gens comme moi qui avaient 18 et 19 ans, eh bien, je ne suis pas resté les bras rasés. Je me suis engagé, si vous voulez, rapidement, à faire l'andouille, et si vous voulez, la première intervention, on a décidé avec un premier départ avec des copains d'aller rejoindre l'Angleterre en passant par, on a trouvé une voiture et on est parti pour traverser la France et partir sur Bidart, dans ces régions-là, où on savait qu'il y avait des bateaux qui partaient sur l'Angleterre. Et résultat, quand on est arrivé à moitié chemin, on a été bombardé par des avions. Là, on s'en est sorti. Et là, ça a commencé, si vous voulez, la résistance du point de vue passif. C'est cette période passive, mais active, sur le terrain pour on ne sait pas. On a appris, il faut apprendre notre métier. C'est un métier. Et là j'ai appris mon métier. Un nouveau métier. Et c'était il fallait apprendre à faire des fausses cartes, et apprendre surtout à quoi? Comme dit l'autre, à fermer sa gueule. Il fallait apprendre à ne pas parler,
même dans sa famille, il ne fallait pas parler. Les gens, il faut faire guili avec les gens, mais ne jamais, si vous voulez, essayer, même dans les meilleurs amis et la famille, de savoir parler. On ne parlait jamais, et c'est ça qui est capital. Alors comment vous avez été repéré comme étant potentiellement résistant si, justement, si on ne parle pas? Eh bien, j'ai eu la chance et le malheur de tomber sur au départ, quand il y a eu, si vous voulez, que j'étais ramassé par la police, parce que avec des copains, des gens comme vous, on a attaqué, si vous voulez, l'ambassade d'Italie, et c'est un consulat d'Italie, et on a foutu le merdier dedans, le feu et tout et tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la police est venue nous arrêter, la police française. Et puis comme un coup de peau, ben, j'ai trouvé, si vous voulez, un commissaire un peu spécial, qui était l'ami d'un ami. Et il m'a dit, il m'a engueulé, pas tout à fait con, et ceci et cela. Et puis en disant ça, on est devenus copains, tous les deux. Et c'est lui, grâce à lui, si vous voulez, que j'ai pu me libérer et apprendre les premières choses de ce que c'était que la police, ce que c'était les trucs et tout. Voilà. Puis ce type-là, ça a duré peut-être 6 mois. La formation qu'il m'a donnée, parce que c'était je ne l'ai jamais retrouvé. Et pendant 6 mois, si vous voulez, il m'a tout appris. Voilà, tout appris. En gros, voilà. Et après, ben, si vous voulez, je suis rentré, j'ai travaillé pour la résistance. Le travail, si vous voulez, a consisté pour moi, la première chose, c'était faire des faux. Les fausses cartes d'identité et tout et tout. C'était important, et des quantités importantes. Comment ça se fait que je faisais tant de fausses cartes d'identité? C'était très bien. J'avais une combine. C'est que, grâce à mon père et sa fonction, on connaissait à peu près tous les secrétaires de mairie aux alentours à 50-60 km aux alentours de la ville. On avait des rapports avec les secrétaires de mairie. Avec les secrétaires de mairie, on était connus. Et on leur demandait à la liste des gens qui étaient en vie, qui correspondaient en âge à des gens comme nous, ou à 2 ans, qu'on ne voyait pas souvent. Alors on prenait toutes les adresses et on faisait des fausses cartes d'identité au nom de gens qui étaient en vie et qu'on ne voyait pas beaucoup dans le coin. Voilà. Voilà. C'était ça. Parce que si on était arrêté, il fallait qu'on présente quelque chose automatiquement. En cas d'arrêt, la police, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle demande par téléphone, demandait si monsieur un tel existe. Il existe donc. Fausse carte d'identité, c'était une carte qui était facile à travailler la fausse carte d'identité. Et en termes de papier, comment vous procuriez le support? Ah ben ça, on trouvait comme on voulait. Il y avait des imprimeries spéciales pour la résistance qu'on a vendu ce qu'on a voulu. Les timbres, tout ça, c'était... Ça ne manque pas. Ça, il n'y avait pas de problème. Ça, c'était un premier point. Et après, qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu le deuxième stade. C'était... Dès que je suis rentré là-dedans, j'ai reçu des instructions d'un X quelconque, que je ne savais pas, que je devais... On m'a dit qu'il faudrait obéir à ces choses-là, avec des textes qui recevaient des gens recevaient des instructions, pour aller à tel endroit, mais c'était bien organisé. Et puis ben, j'ai fait mon boulot, en fermant ma gueule. On m'avait dit, tu fermes ta gueule, et tout, excusez-moi de les termes, tu la fermes, tu regardes, et tu la fermes, et tu écouteras. Et jamais aller en arrière, il faut aller devant. Et même si tu tombes un jour sur un bon copain, même avec lui, tu seras très lié avec lui, tu la fermes. En 1943, si vous voulez, j'étais en rapport avec des organisations et qui me donnaient plus aller, plus mon donné du travail. Qu'est-ce que c'était? Il fallait aller dans les usines, faire des enquêtes. J'avais le droit, on me donnait les papiers pour rentrer en usine, travailler. Mais je travaillais qu'un mois ou 2, c'est tout. Il fallait faire des programmes. Par exemple, je vais vous donner un exemple précis. Vous connaissez la SAGEM de nom. Vous savez, ceux qui font les bip, tout ce que vous voulez, les accus, la SAT qui fait les trucs électriques. Alors il y avait des usines dans ce genre, à Montluçon. C'était une usine qui était repérée par les Allemands et surtout repérée, c'était pour eux ils y étaient. Mais pour les Anglais et les autres, il faut que les Anglais puissent avoir tout ce qui se passait dedans.
Alors c'était des gens comme moi qui allaient, qui se débrouillaient d'avoir tous les documents, d'avoir la fabrication, les détails, on est obligé de les passer par la résistance. Et ça partait à Londres. On sabotait les accus, c'est facile de saboter, parce qu'on n'a qu'à leur mettre un petit peu de sel dedans, comme dit l'autre, un peu de produit dedans, et puis ça ne marche pas. Alors les services de nuit, quand il y avait en vérification, services de nuit, on avait tous des poches spéciales, et on collait des produits dans l'écu, et le truc ne marchait plus. Pourtant, et les autres, ils n'ont rien vu du tout. Vous comprenez? C'est des produits spéciaux qu'on mettait dedans. Voilà. C'est pour vous expliquer, c'était les premiers actes de sabotage. Et puis alors après, il y a eu le départ pour l'Allemagne STO. Alors pour y aller, je vais vous donner encore un truc qui est très bien. C'est que pour partir en Allemagne, j'étais bon pour partir en Allemagne, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai pas été. Parce que j'ai pas été, je vais vous dire pourquoi, je me suis présenté, comme tout le monde, tous les jeunes, avec le et les sans-herbies, sans machin, devant les médecins allemands. Et le matin, j'ai un de mes amis, qui est un collègue, m'a dit, tu mettras, avant d'y aller, une petite pilule. Je vais vous donner le tuyau. On vend dans les pharmacies des petites pilules laxatives. Alors, on dissout cette pilule laxative dans un verre, avec un petit coton, on le met tac, tac, tac dans les yeux, et puis vos yeux, au bout de 10 minutes, c'est grossi. Alors, 10 minutes avant, on demande d'aller au water, on se met des gouttes dans l'œil, et on vient devant le docteur allemand, les yeux qui gonflent comme ça. Alors, il vous dit, Eros, foutez le camp. À revoir dans 15 jours. Alors, on a réussi, si vous voulez, à avoir 15 jours si vous voulez, un répit 15 jours avant de partir. Alors là, c'était prévoyable, parce que ces 15 jours, c'est là qu'on s'est parti dans la nature. Et ensuite, si vous voulez, est arrivé donc cette période de 43 où c'était le débarquement. Et au débarquement, la résistance pure s'est arrêtée. On allait, je faisais 60 km en vélo et s'est arrêté. Et j'ai songé à me marier avec ma copine de lycée. Et je me suis marié le 2 décembre 1944. Et surtout, après mon mariage, j'avais reçu un petit paquet de Monsieur X pour me féliciter. Hein, et puis pour moi et ma femme, des boîtes de chocolat, un truc comme ça, parce que je n'ai jamais su. Alors, ce qui s'est passé, c'est que un mois après mon mariage, je me suis dit, ah, c'est bien beau, mais il faut quand même que je trouve un job pour travailler. Bon. Et j'ai été nommé, c'est très facile le boulot, j'ai été nommé dans la météorologie. Dès qu'on faisait une demande, j'avais, si vous voulez, à l'époque, 2 années de licence. Et c'était facile de faire la 3e, mais on a autre chose à faire la 3e année. Mais on cherche plutôt du boulot. Et ça, le boulot, on en trouvait comme on voulait. Et des choses intéressantes. Et puis un beau jour, mais c'était toujours long, je vais dire pourquoi, parce que ces choses intéressantes, on vous envoyait ailleurs, et puis votre femme, vous êtes mariée, ben vous attendez 6 mois, 1 an pour la rejoindre. On vous envoyait aussi bien au Cameroun qu'à n'importe où. Ça, on ne s'occupe pas, le type venait travailler. On ne lui disait pas, monsieur, tous les 8 jours, tous les 15 jours, vous êtes libre, c'est tout. On était parti pour... bon. Et puis, et ça, j'ai pas voulu y aller. Et un jour, j'étais trouvé un ex-copain, comme par hasard, qui était bien organisé, certainement pour moi. Et il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Et ben, j'ai dit, ce que je fais, rien du tout. Je suis en train de chercher un boulot, je vais me marier, maintenant, il me faut un truc assis dans lequel je puisse vivre avec ma femme. Et ben, il m'a dit, j'ai une place pour toi. Comment? Il m'a dit oui, j'ai une place pour toi. On se tutoyait, mais je ne le connaissais pas beaucoup. Il dit, tu vas rentrer, si tu es d'accord, je te fais rentrer à la police nationale à Paris, au service des renseignements généraux. Mais je dis, je connais rien du tout là-dedans. Et je suis rentré, et il m'a dit, tu auras tant et tant par mois, tu peux vivre et tu seras nommé sur place, où tu es sur place, tu travailleras sur place, tu ne seras pas... Vu ton passé, tu resteras nommé sur place, c'est-à-dire à Montluçon. Et ma femme m'a dit, écoute, il vaut mieux prendre cette place, parce que le prix qu'on était payé à l'époque, pour débuter 10 000 francs par mois, c'était bien pour des jeunes à l'époque. Et puis alors là, ce que je vais vous apprendre, c'est qu'on avait 10 000 francs
d'argent de poche, comme on assigne, si vous voulez, actuellement les gardes des Sceaux, vous savez, on entend les anciens ministres de l'Intérieur, là, tous, pour avoir camouflé, soi-disant, des millions de côté. En réalité, cet argent-là, déjà depuis cette époque, existait, était distribué dans les services spéciaux, parce que pour travailler dans les services spéciaux, ben, on ne peut pas y aller avec son argent personnel, avec les 10 000 francs qui suffisaient pour me bouffer. C'était une caisse, on recevait tous les mois une enveloppe qu'on allait chercher à la préfecture, à la sous-préfecture, et c'était dedans, il y avait 10 000 ou 10 500, en fonction du travail, des affaires que vous alliez faire. Vous allez chercher de l'argent, on vous le donnait comme ça, travailler. Et ça, c'est vrai. Hein. Moi, on ne m'a pas demandé mon avis, mais il y a des millions qui sont de tous les partis politiques, ils avaient leur histoire. Et c'était comme ça. Bon. Alors avec ça, heureux comme tout, moi j'ai dit bon, ben ça va. Et c'est là que je suis rentré au renseignement généraux. J'ai fait 6 mois, 8 mois, et de là-bas, sur place. Et puis un jour, c'était en... je me suis marié le 2 décembre. Et le 4 janvier, on m'a téléphoné de Paris qu'un monsieur voulait me rencontrer. J'ai dit, alors, j'avais mon supérieur à côté de moi, je me souviens dans mon bureau, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce guignol qui est venu me voir? Il m'a dit, t'as qu'à le faire venir, il me dit, on va voir qui c'est. Parce qu'il fallait se méfier, vous savez, à l'époque. Hein. C'était drôlement dur. Hein. C'était pas évident. Alors, et c'est là qu'il m'a dit, monsieur, j'ai dit, comment vous appelez? Il dit, c'est là, il me dit, monsieur, je suis monsieur Jean-Pierre Giraudoux. Il m'a dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'ai dit, oui, quand vous voulez. Et le lendemain, déjà par le temps, il débarque. Et c'est là que ça a commencé le début de Jean-Pierre Giraudoux. Tout le mois, vous avez rencontré Jean-Pierre Giraudoux. Le 3 janvier 1944. 44 ou 45? 44. 44, d'accord. Et donc Jean-Pierre Giraudoux, le fils de Jean Giraudoux, voilà. Auteur de théâtre. Et lui aussi, pareil. Pareil. Lui aussi. Et donc lui-même était un résistant, et il s'est présenté sous quel titre? Ah, il était, lui, il avait toute son organisation, parce qu'il commandait des unités en mer. Et tout par radio, il travaillait tout par radio, par ses correspondants en France et tout et tout. Et c'est lui qui commandait, qui est venu, qui a téléphoné pour me rencontrer. Et c'est là qu'il m'a dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous voulez rentrer avec moi dans mon groupe? J'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait avec lui. Il m'a dit, il y avait un Mesmer dedans. Des gens, des types connus. Ben, j'ai dit, écoutez, oui. Mais il dit, maintenant, à partir de là, vous avez 3 noms, maintenant, vous n'aurez plus rien. On travaille, on ne se connaît pas. Fini. Mais on ne se connaissait pas, mais on s'est connus énormément. Mais sans se connaître, c'est-à-dire pendant les années où il a été en vie jusqu'au dernier moment, eh bien, jamais je me suis permis de lui demander le nom de son père, de sa mère, et tout. Par hasard, j'ai pu connaître qu'il avait comme frère Tristan Pinault. Vous savez, on était invités chez lui, comme dans ses propriétés, partout, avec lui et tout. On partait en voyage ensemble pour des missions. Jamais il amenait qui voulait. Il allait dans son wagon et moi dans le mien. On se connaissait bien. Et pendant des années, il était chez lui ici. Vous étiez là, il était ami, on mangeait ensemble, on était copains. Mais le reste, on n'en parle pas. Mais on a été très, très, très liés. Puisqu'il est décédé un mercredi matin, et le jeudi matin, et le mercredi avant son décès à Paris, à 7h30, je lui ai téléphoné. Et le lendemain matin, il était décédé à 5h. Pour vous dire, tous les jours, c'était une relation exceptionnelle. D'amitié, de tout. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé, en 1944, l'épisode de Jean Giraudoux. On s'envoyait. Tous les jours, c'était une lettre, un coup de téléphone. Tous les jours, toutes les semaines, il était à Bordeaux. Parce et pour lui, je ne savais même pas, si vous voulez, je ne cherchais même pas à connaître, si vous voulez, ses relations avec qui était qui. Voilà. C'était beaucoup d'amitié, du travail ensemble, mais j'ai admiré beaucoup de son travail. Et voilà. Vous étiez toujours à Montluçon à cette époque-là ou... Je suis venu ici je suis venu ici en 74. Beaucoup plus tard.
ici. Je suis venu en 1974. Et j'étais là depuis déjà pas mal de temps à Montluçon, ici. Voilà. Et c'est là que ça a été... alors là, j'ai appris énormément avec lui, on a beaucoup travaillé et tout avec lui. Et sans savoir ce qu'il faisait comme boulot exactement dans la résistance, hein. Attention. Et vous... Je l'ai su après, bien entendu. Puis même les dernières choses, je les ai vues. Je me suis jamais poussé à savoir la vérité, mais la vérité, je l'ai mis noir sur blanc, maintenant je la connais. Il fallait que je la sache. J'ai eu un ami également qui s'appelait, qui était, si vous voulez, de Lyon, de l'équipe. C'était j'ai perdu le nom, comment il s'appelle? Je vous le dirai tout à l'heure. Il a été condamné à mort en même temps que Jean Moulin, à peu près à une époque. Et lui a été condamné à mort aussi, dans une prison annexe. Et un soir, le lendemain matin à 6h, il devait être fusillé. Et à minuit, la résistance de Lyon l'a délivré. Ils ont lancé des cordons si vous voulez, avec des harpons sur les murs. Il a profité des harpons de passer des murs et de descendre de 50 mètres dans le vide. Il faut qu'il soit fort, le mec. Et il s'est cavalé. Et il est revenu maintenant. Il a terminé, il est mort. Après Jean-Pierre Giraudoux, 2-3 mois après lui. Et c'est un type qui a été quand même le grand chef de la DST, des services spéciaux de la France. Devigny, monsieur le colonel Devigny. Et vous-même, vous avez tenu des armes ou pas? Vous avez été... Comment? Dans votre action de résistance, vous avez été amené à tenir des armes et oui, une fois importante, une fois, c'est tout, une fois. Mais les autres fois, non. Il suffit, dans ces métiers-là, il ne faut pas avoir des armes, parce que s'il y a des choses, si vous ramassent avec un pistolet là, vous êtes nettoyé de suite. Celui, si vous voulez, qui se faisait prendre avec même un revolver 35, quand il est arrêté, il était obligé de tout déballer. S'il n'est pas déballé, il y allait et le descendait. Voilà. Vous comprenez? Et vous en étiez pris à la commandanture aussi, à Montluçon? Ah oui. Là, c'était le siège. Alors, c'était avec le siège, si vous voulez, de la police allemande et de la police française qui était, si vous voulez, sous les ordres de la Gestapo allemande. Hein. On a monté avec Fargeau, une opération pour foutre en l'air l'hôtel et tout descendre. Alors c'était une opération qu'on prenait des risques parce que ça s'est passé un mercredi, le jour du marché, dans la ville de Montluçon. Et il y a 6 voitures qui sont parties de coins différents. Les 6 voitures de résistance avec les trucs sont arrivées à 5 minutes. C'était chronométré de passer 5 minutes par 5 minutes. Hein, entre 3 et 5 minutes. Une était passée, lançait ses boules de charbon ou les coups de mitraillette. Et puis derrière, 5 minutes après, il y en avait une autre voiture qui arrivait et qui commençait. Donc on a tout nettoyé, tout ce qu'on pouvait. Voilà. Et ce jour-là, ma femme, curieuse comme une pipe, c'était de l'autre côté, il y avait un mort, on s'était camouflé dans le coin, on a regardé ça avec elle, elle a voulu le voir. On a manqué de se faire, heureusement, j'en ai profité pour lui foutre un petit baiser, comme je vous avais raconté, c'est la vérité, parce qu'elle avait la trouille. Et puis, voilà, voilà. Et elle-même, ou sa famille, quelle était la part d'engagement oui, alors là, sa famille, elle, c'était spécial. Parce que ma belle-mère, mon beau-père était prisonnier de guerre. Et ils habitaient dans une maison tout seuls, sa mère et elle. Hein, mon beau-père était fonctionnaire des indirects, mon père des directs, pour vous situer. Donc on avait des rapprochements entre les deux familles. Et ma foi, c'était, si vous voulez, cette femme, elle s'est trouvée toute seule. Elle était très, 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 très engagée, ça engage beaucoup à loger surtout,
des Israélites. Beaucoup. En réalité, ceux qui cherchaient à se loger, c'était des Israélites. Les Français, non, parce que tous les Français avaient des points de chute. Tandis que les Israélites n'en avaient pas. Moi, j'ai trouvé dans sa maison, une petite maison simple, où il y avait 2 chambres, mais il couchait quand même 8 personnes. Hein. Et moi, dans le grenier, dans un coin du grenier bien balchiné, j'avais un petit matelas pour moi, quand je rentrais à 3 h du matin, j'allais pas chez mes parents, hein, je vivais plus avec eux. Je vivais chez eux, chez ma belle-mère, mais dans un coin refermé du dos. Eh bien, pour vous situer, c'est cette quantité de gens, on va dire de personnes qu'elle a logées. Il y a eu des gens très intéressants. Dans l'ensemble, ils étaient tous bien, tous. Mais quand ça s'est terminé, les actions sont terminées, ben, au revoir madame, au revoir monsieur, merci beaucoup, grosse bise, on s'en va. Et il y en a que 2 ou 3, quand même, qui sont manifestés. Et au décès de ma femme, il y en a une qui est venue de Paris exprès sur l'entente de ma femme. C'est quand même bien. Voilà. Et là, donc en 2011. En 2011. Et je vous dis qui c'est, on peut le dire, après tout, je m'en fous. Cette dame était une Israélite, bien entendu. Elle s'appelait Madame Meyer. C'est un nom très courant israélite, c'est Madame Meyer. Elle s'est présentée et elle m'a dit que... J'ai dit, écoutez, vous savez... Elle dit, monsieur Roland, oui. J'ai dit, écoutez, si je n'avais pas connu votre père, vous ne seriez pas né. Elle dit, pourquoi, monsieur Roland? J'ai dit, parce que votre père et votre mère, tous les soirs, ils faisaient de la bombe. Et j'ai sorti 3 fois votre père de prison. J'ai dit oui. J'ai dit oui, je peux vous donner les endroits et les heures et tout. Et son papa était mort. Elle m'a dit, j'ai su que mon père avait fait quelques blagues. Ben, je dis oui, là, on a fait des grosses, mais je l'ai sorti 2-3 fois. Et il s'est bien trouvé parce qu'au moins, vous êtes là sur place. Si vous n'avez pas été là, vous ne seriez pas là. Et voilà. Alors, j'ai dit maintenant, toute cette famille Meyer, qui c'est cette grande famille Meyer que vous dites que vous êtes? Elle m'a dit, je fais partie de la très grande famille Meyer. Alors je me suis dit à moi-même, là, elle dit, je vous expliquerai plus tard. J'ai dit, écoutez, je pense, je vais y réfléchir, je crois comprendre. C'est ce que c'est en réalité. Quand les Meyer, il y en a des quantités. Vous dites qu'on est fait de la grande famille, eh bien il faut, vous repérez sur les Galeries Lafayette. Toute la famille Meyer des Galeries Lafayette en France. Voilà. Vous avez compris? Parce que j'ai appris rapidement, quand ils étaient là, que c'était avant qu'elles me le disent, j'ai voulu savoir que c'était cette famille Meyer, que ma belle-mère s'était envoûtée, qu'ils ont été très gentils avec elle. Et ils venaient de Paris. Donc, les grandes familles Meyer sur Paris, c'est les Galeries Lafayette. Voilà. Et on est toujours en rapport avec eux, c'était gentil comme tout, c'était adorable. Voilà. Voilà, si vous voulez, la partie avec mes beaux-parents et tout. Et puis après, le dernier boom, dans lequel j'ai eu toujours des interventions à droite et à gauche tout le temps. Alors, et un beau jour, j'ai eu... on arrivait à l'époque 1943, après, 44. Je suis marié à 44. Et pour ne pas vous cacher, j'en avais marre de rester dans ce genre de métier. C'est très dur au point de vue moral. Et puis c'est pas moi, c'était pas moi mon boulot. Et d'aller jusqu'à la torture, aux choses des interrogations on ne les faisait pas de torture, mais tout au moins de chercher après l'homme, d'aller de faire le pitch, c'est pas mon tempérament. Et puis ma femme non plus. Voilà. Alors je me suis dit à moi-même, dès qu'on pourra trouver un truc, on démissionnera, puis c'est tout. Et puis alors là, ça a été, si vous voulez, les derniers mois, c'est là que j'ai connu de la vérité. Jean-Pierre, j'avais tous les jours Jean-Pierre Giraudoux au téléphone. On se quittait pas. Il venait à la maison comme il avait la porte et tout. Et de lui, je connaissais tous
toute sa famille, sauf son, je parlais de son boulot, de ses écritures, mais jamais je lui parlais de ses voyages. Il était à l'étranger, etc. Tout le temps, il était tout le temps... c'était son particulièrement. Mais alors, ce qu'il y avait eu, si vous voulez, c'est que les 6 derniers mois, depuis que j'étais monté en grade dans l'administration, j'avais été nommé à la DST. C'était en 45, là. C'était en 44. 44. Oui. C'était oui, c'était en 44. Et j'ai reçu un jour, je recevais des missions de la police officielle, quoi. Alors là, c'était officiel, toujours officiel. Et puis, en cours de route, on me disait d'aller, par exemple, d'aller à la gare d'Austerlitz, prendre la direction de la gare d'Austerlitz, DRG, pour d'être nommé tout de suite. J'ai dit oui. J'arrivais là-bas, c'était terminé. J'étais nommé ailleurs, en espace d'une heure ou deux. Des coups comme ça. Je ne comprends pas, parce que j'étais nommé à 2 endroits différents pour des travaux de toute façon de recherche. Le travail ne se gênait pas, c'était une technique. Je n'ai pas cherché ce que c'était. Mais à la fin, je me suis dit, il y a quand même du bizarre. Et le truc bizarre, ça a été... J'avais été nommé à un poste important sur Paris. Et on m'avait dit, allez là-bas, parce qu'il vous manque une année de licence pour aller faire sur place. Ma femme, heureuse comme tout, j'ai dit, on va y aller. Le lendemain, contre-ordre. Je ne suis pas là, je suis nommé, on m'envoie. Déjà, j'avais été faire déjà pour Jean Moulin et De Gaulle, lorsqu'ils avaient passé leur accord, si vous voulez, de repartir pour redonner, si vous voulez, la République à la France, il fallait faire un référendum et de voir, si vous voulez, il y a eu un référendum pour la nouvelle République, de savoir, bon. Et moi, j'étais responsable de 10 à 12 départements de là-bas pour faire l'enquête. Et ma foi, c'était très facile à faire. C'est pas le boulot qui est gêné. Ça, bon. Et puis alors après, je reçois un contre-ordre sur une machine. Je dis, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On m'envoie à droite à gauche, c'est comme un boulet de canon. J'ai dit, heureusement que j'en ai marre. Et j'ai dit, un jour, Jean-Pierre venait là, le samedi, venait là. J'ai dit, bon, j'en ai marre. Et il m'a dit, Jacques, il dit, ça n'a aucune importance. Il ne voulait pas se mouiller. Hein. Et puis, il m'a dit, oh, il va faire vos jours, vous aurez quelque chose de bien, je suis sûr et certain. Bon, mais tant mieux. Mais j'allais pas plus loin parce que c'était des trucs personnels, on ne parlait pas. Puis un beau jour, je reçois donc une nomination très intéressante sur Paris, une nouvelle nomination. J'avais reçu ce papier officiellement en disant vous y êtes telle date, tel jour et telle heure, sur place. Je reçois 1 heure après un télégramme en disant de me trouver le lendemain matin à Mauriac dans le Cantal. C'est là, ça a été, je vous raconte l'épisode, d'aller à Mauriac. La mission, aller chercher de rencontrer le sous-préfet qui s'appelait M. Erignac, qui était le frère des fameux Erignac qui s'est fait fusiller, qui s'est fait tuer dans le Midi par une balle par un Corse, vous savez. Corse, oui. Vous savez, Erignac. Et lui, c'était son frère ou son cousin qui m'a reçu. Il m'a dit, pourquoi vous venez? J'ai dit, écoutez, vous le savez, vous, monsieur le sous-préfet, pourquoi je viens? Et moi, je fais un travail tout à fait simple, qui n'est même pas digne du garde champêtre, hein, comme travail. Mais il m'a dit, je vais vous en donner du travail. Ben, j'ai dit, donnez-moi ça si vous voulez, parce que là, je vais rester 2 jours, je refus quand chez moi, hein, il n'y a pas pour longtemps. Et puis j'ai reçu un truc de faire des recherches sur la ville, la composition des gens, leur travail, c'est tout le bazar. Le camp de prisonniers de guerre, de 300 types qui étaient prisonniers encore. Le barrage de Blègle, 600 ouvriers espagnols de l'armée qui était en Espagne, avec leurs armes, ils avaient les armes en bas. Et il y avait l'FTP encore avec leurs armes, c'était à cette époque, tout armé. Et puis il fallait prendre rendez-vous avec eux et voir ce qu'il y avait dans le ventre, ce qui se passait là. Alors j'ai dit, bon, ben, je vais voir ça, ça sera vite fait. Je les convoque tous.
je les mets dans ma poche, ils ont tous été corrects. J'ai dit, écoutez, même à un point que j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai dit, on va jouer votre jeu. Il se peut que on fait une enquête, mais il se fait fort bien qu'un jour ou l'autre, il va y avoir un ministre quelconque qui va venir ici. Parce que vous êtes tellement marqué politiquement et tout, vous aurez peut-être le ministre de la guerre, celui de l'intérieur, autre chose qui va venir à Mauriac, parce qu'il y a d'abord le barrage, qui n'a jamais été inauguré, il y aura donc un problème quelconque. Donc il faut bien scinder la chose, et qu'il n'y ait pas de problème. Et ils m'ont dit qu'est-ce qu'ils vont faire ça et ça, j'aurais donné un plan, et puis après je suis parti, je suis rentré. Et j'ai envoyé mon rapport, puis me voilà à Montluçon chez moi, bien tranquille. Et puis je reçois une affectation, alors, je ne sais pas où, je n'y vais pas, j'ai répondu que j'allais pas, que j'étais fatigué. Et alors, un soir, à 7h le soir, 7h, arrive un type de CRS, d'un policier, avec un télégramme, ce soir, de me trouver à 10h à la gare de Montluçon, d'amener avec moi quelques policiers parce qu'il y aura passage d'un train. Bon. C'était le 23 juillet 1943. 44. C'est un samedi. Alors je donne rendez-vous à mes collègues, ils disent on va, je dis on va aller à la gare, et puis il faudrait mettre vous êtes 4 ou 5, vous mettez là et là et là, et puis moi j'attends, on attendra. 10h moins 5 arrive un train. Le train c'était un train avec sa machine, 2 wagons importants, très jolis. C'était des wagons presque royaux, c'était les plus beaux wagons. Et le chef de gare me dit, après vers moi, me dit, c'est ce qu'il y a dedans, monsieur Roland? Hein? J'ai dit non. J'ai dit certainement qu'il doit y avoir du bon monde. Il dit, dedans, il y a le général de Gaulle, et derrière, il y a le sultan du Maroc. En 44, donc. J'ai compris, voilà. Eh bien, il dit, ils vont certainement sur Mauriac. Alors, j'ai donc s'arrêté et on a demandé M. Roland. M. Roland est monté. C'était moi qu'on voulait. C'est bizarre, c'était pas moi, hein, la direction. Le responsable du train me dit vous êtes M. Roland? Oui, oui, oui. Bon, j'étais voir le général, il s'en foutait pas mal. Un petit. Quant au sud de Maroc, il est replié comme un lard dans son machin. Et puis. J'ai appelé mes collègues, on n'avait rien à signaler. Le chef de gare est à côté, je dis est-ce que la voie va être libre? Il dit oui, comme vous voulez. Je l'avais fait partir. Bon, ben, je dis moi je vais être obligé d'aller avec vous. Il dit pourquoi? Ben, je suis obligé de maintenant d'aller jusqu'à la limite du département d'Allier et du département du Cantal, à la limite. Pour assurer la sécurité. Pour superviser la sécurité. Il y avait des sécurités. Et il dit si vous voulez, ben, j'ai dit oui, vous allez vous débrouiller que. À quelle heure il arrivait? Il dit à minuit, il dit on est là-bas. Je dis regardez qu'à minuit et demi, il y en a un qui me ramène. Hein. Il dit je fais le nécessaire. Je dis bien. J'ai mis seulement une chaudière, bourré la chaudière, et puis mettez-moi un wagon propre et potable pour descendre chez moi. Hein. Je voyais à 3-4 heures du matin, je vais être chez moi. Bon, d'accord. On est parti. Et puis le lendemain, c'était le dimanche. Et il y a eu, j'ai peu entendu parler, l'affaire était terminée. Le lendemain, on va revenir à ça, je vais vous montrer. Le lendemain, si vous voulez, j'avais reçu déjà une nouvelle mission, de foutre le camp. Je ne me rappelle plus où c'était. Sur Lyon, du côté de Lyon, il y avait encore un grabuge, mais au nom alors le truc venait de la DST, celui-ci. Non, ça ne venait pas de l'autre côté. Et je me suis dit à moi-même, après tout, c'est de la merde dans l'administration, on en dirait qu'il y a deux chefs. Bon, puis j'ai démissionné, j'ai commencé. Et puis dernièrement, il y a eu, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais alors il y a eu, si vous voulez, cette année,
en juillet de cette année, il y a eu un anniversaire qui est sorti de la montagne, dans lequel, dans Mauriac, on parle du voyage d'un général de Gaulle, je ne sais pas si je vous l'ai montré, hein, du voyage du général de Gaulle à Mauriac. On ne sait pas ce qu'il vient faire. Il est venu visiter la mairie de Mauriac. Comment veut que de Gaulle fasse un pot? Vous ne trouvez pas drôle que le général de Gaulle, avec le roi du Maroc, vaille dans un petit patelin comme Mauriac pour inaugurer la mairie de Mauriac? Vous vous rendez compte? C'est dingue, hein? Bon, et puis, je lui dis à moi-même, ils sont un petit peu... Il y a eu problème là-bas, et de toute façon, il n'y a pas de mort, ils sont rentrés, tant mieux. En réalité, si vous voulez, Jean-Pierre Giraudoux, il était attaché, il était chef du service du général de Gaulle, et c'était le chef numéro 1, si vous voulez, de son cabinet, responsable de tous les services. Et il y avait quelqu'un qui était dans le même service, et ce quelqu'un était inscrit au cabinet du général de Gaulle, à côté de Jean-Pierre. Il y avait un monsieur Roland qui était inscrit. Donc tous les papiers que Jean-Pierre recevait, moi je les recevais, la moitié. Et j'ai toujours ignoré que j'étais faisais partie de la cellule du général de Gaulle. Je savais qu'on me donnait des trucs importants à dissoudre. Je savais qu'il y avait deux chefs là-dedans, que c'était le merdier. En réalité, dès que Jean-Pierre, qui avait la tête, savait où j'allais, il ne me le disait pas. Hein. Lui, il me donnait un contrat pour aller ailleurs. Parce qu'il voulait être à côté de moi. Je me surveillais. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est une histoire de conneries. Alors l'histoire, c'est qu'en réalité, le bouquet, c'est Jean-Pierre qui l'a eu dans Baba. C'est que De Gaulle, ça n'y a pas pu, il a dû le savoir, quelque chose comme ça. Parce qu'un jour, j'étais à Paris. Il m'avait invité à Paris, au théâtre. C'était pour avoir Ondine. Je vous parlerai de ça, ça peut vous intéresser. Et à la fin du spectacle, il m'a dit, vous venez avec moi, Jacques. Parce que malheureusement, le général est là, à la sortie, il va venir me saluer. C'est obligatoire dans les théâtres. Il dit, vous vous mettez à côté de moi. J'ai dit, on verra. Je serai peut-être à 2,50 m en arrière. Certainement, je ne me mettrai mais pas à côté de vous. Alors, il est venu. Il lui a serré la main en disant, félicitations. Moi, il m'a vu derrière, comme je le vois, j'étais à peu près là. Il m'a fait toujours la main un geste d'amitié, de salut. Moi, j'ai salué. Et puis, l'affaire, si vous voulez, était là. Et il revient vers Jean-Pierre. Il lui dit, mon cher, là je l'écoutais, votre dossier, il est sur mon bureau, viens par le rechercher, je ne l'accepte pas. Alors ça, là, ce dossier, quand j'ai entendu ça, là j'ai dit à Jean-Pierre, dites donc, vous savez, je vous emmerde jamais. J'ai pas dit je vous emmerde. J'ai dit, vous savez, je vous embête jamais, mais vous avez donc un contentieux avec le général. Il m'a dit, Jacques, c'est un truc extrêmement personnel, c'est une affaire qu'on a. Il m'entend une affaire, il m'entend tout de suite à la Tour Eiffel, mais dit dans laquelle j'ai enlevé j'ai renvoyé toutes mes médailles. J'avais la Légion d'honneur, de la résistance et tout. Hein. Et sur ma tombe, quand je serai mourir, je veux rien du tout sur ma tombe. Parce que d'abord, je ne suis pas content de certaines décisions qui ont été prises. Bon, j'ai rien dit. Et puis il dit, vous m'excuserez, Jacques, j'avais pour vous et Groussard, il y avait un dossier spécial pour vous et Groussard. J'ai fait tout annuler, vous en foutez pas mal des décorations. J'ai dit, bien sûr, à mon âge, je m'en foutais pas mal, vous en foutez pas mal. Bon. Dans sa tombe, il y a marqué, et c'est Jean-Pierre Giraudoux, officier de la France libre, écrivain, ex-député, c'est tout. Toutes ces médailles, tout le jeu de la France libre, les médailles, tout, il en avait, et tout avait disparu. Voilà. Oui, quant à moi, je passais à côté. De toute façon, ça n'a aucune importance, j'ai pas fait ça pour ça. Voilà. Eh bien, merci.